11 septembre 2001, 8 heures du matin. New York s'éveille comme tous les jours. 35 000 personnes montent dans les ascenseurs des tours jumelles pour commencer leur journée de travail. Aucune d'elles ne sait que dans moins d'une heure, certaines feront les appels les plus importants de leur vie. Des appels qui ne dureront que quelques minutes. Des mots qui resteront pour l'éternité. Les tours jumelles, 110 étages chacune, 417 et 415 mètres de hauteur. Des symboles de puissance économique qui dominent le ciel de Manhattan depuis 1973. 8h46 du matin, le vol American Airlines 11 percute la tour nord entre les étages 93 et 99. L'impact est violent, instantané. Toutes les issues d'évacuation au-dessus de la zone d'impact sont détruites ou bloquées. 1355 personnes se retrouvent piégées au-dessus du 93e étage. Aucune n'en échappera. « 17 minutes plus tard, à 9h03, la tour sud est frappée à son tour, entre les étages 77 et 85. Cette fois, c'est différent. L'avion percute un coin de la tour à très haute vitesse. Le bâtiment commence immédiatement à pencher. Ce que personne ne sait encore, c'est que la tour sud, frappée en second, s'effondrera en premier, dans moins d'une heure. 8h55, Christopher Hanley est au restaurant Windows on the World, 106e étage de la tour nord. Il fait partie des premiers à appeler le 911. Il explique calmement à l'opératrice qu'ils ont entendu une explosion, qu'ils sont environ 100 personnes coincées, que la fumée est épaisse, qu'ils ne peuvent pas descendre les escaliers. Police operator 1886, where is your emergency? Yeah, hi. I'm on the 106th floor of the World Trade Center. We just had an explosion on the 105th floor. The 106th floor? Yes. 106, okay. We have a conference up there. There's about 100 Call. up here. What is your last name? Hanley, Hanley. H-A-N. We have smoke and it's pretty bad. This is on the 106th floor, right? Hello? Okay, we have the job. Let me connect you with the fire, okay? Yes, there's fire, smoke. You have a, we have... hold on, let me connect you with the fire, okay? Here, we can't get down the stairs. Hold on, let me connect you with fire. L'opératrice lui demande de ne pas bouger, que les secours arrivent. Christopher ne sait pas encore qu'il n'existe aucun moyen d'atteindre le 106e étage. Dans les minutes qui suivent, des centaines d'appels sont passés. Certains vers le 911, d'autres vers des proches. Les réseaux cellulaires de New York sont rapidement saturés. Le trafic double, puis triple. Beaucoup n'arrivent pas à joindre leur famille. « 9h17, Melissa Doy, 32 ans, manager chez IQ Financial Systems, est piégée au 83e étage de la tour sud. Elle appelle le 911. Pendant 24 minutes, Melissa reste en ligne avec une opératrice. Elle décrit une chaleur insoutenable qui monte du plancher. De la fumée épaisse, noire. Elle peine à respirer. Elle demande si quelqu'un vient les secourir. L'opératrice lui dit de continuer à respirer, de prier, qu'ils arrivent. Ce que Melissa ne sait pas, c'est qu'à ce moment précis, le chef pompier Orio Palmer et son équipe ont atteint le 78e étage. Ils montent vers elle. Ils sont à seulement 5 étages. Melissa entend des voix dans la cage d'escalier. Elle pense que ce sont ses sauveteurs. Elle a peut-être raison. Dans ses derniers mots, Melissa demande à l'opératrice de transmettre un message. Après 24 minutes,
l'appel se coupe brutalement. À 9h59, les étages directement sous Melissa cèdent. La tour sud s'effondre. Avec elle disparaissent Melissa, le chef Palmer et tous ceux qui essayaient de monter la sauver. Mais tous les derniers messages n'ont pas été reçus en direct. Certains ont été laissés sur des répondeurs, des voix dans le vide, des adieux que personne ne pouvait entendre sur le moment. Brian Sweeney, 38 ans, consultant en aéronautique, ancien pilote de l'US Navy. Il a pris le vol United 175 à Boston, direction Los Angeles. Ce vol de routine va devenir le deuxième avion à frapper les tours. Quand l'avion est détourné, Brian essaie d'appeler sa femme Julie. Elle ne répond pas. Il laisse un message. Jules, this is Brian. Lives on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I'll see you later. Bye, Dave. Bye, Paul. 3 minutes après avoir laissé ce message, le vol 175 s'écrase dans la tour sud. Brian essayait jusqu'au bout de rassurer sa femme, de lui dire de continuer à vivre. Julie n'écoutera ce message qu'1 heure et demie plus tard, quand les 2 tours auront déjà disparu. Certains appels sont presque impossibles à écouter, parce qu'ils capturent le moment exact où l'espoir disparaît. Kevin Cosgrove, vice-président chez Aon Corporation, est piégé au 105e étage de la tour sud avec plusieurs collègues. Il appelle le 911 à 9h54. La tour s'est déjà effondrée, il ne le sait pas encore. Pardon, la tour sud, où il se trouve, s'effondrera dans 5 minutes. La tour nord a été touchée, mais tient encore. Kevin est désespéré, mais essaie de rester rationnel. Il décrit sa position exacte. Il demande où sont les hélicoptères, pourquoi personne ne monte les chercher. It's really bad. It's black. It's out. Does anybody else want to chime in here? We're young men. We're not ready to die. I'm How the hell are you going to get my ass down? I need oxygen. They're getting to you. They have a lot of apparatus on the team. It doesn't feel like it, lady. You get them in from all over. They get them from Jersey. I don't give a shit, Ohio. Ce qu'il ne veut pas savoir, c'est que les hélicoptères ne peuvent pas approcher. La fumée est trop dense, la chaleur trop intense, les toits sont inaccessibles. À 9h59 précisément, alors que Kevin est toujours en ligne avec l'opératrice du 911, la tour sud commence à s'effondrer sous lui. L'enregistrement de cet appel existe. Il a été utilisé comme preuve lors du procès de Zacharias Moussaoui, le seul procès criminel lié aux attentats. Nous ne le diffuserons pas ici. Ce qu'on peut dire, c'est que Kevin Cosgrove a passé ses derniers instants à essayer de survivre, entouré de collègues devenus amis face à l'inconcevable. Command to Engine 10, status report. We're at the North Tower lobby, encountering heavy smoke. Mais les derniers messages ne venaient pas seulement de ceux qui étaient piégés, ils venaient aussi de ceux qui montaient les sauver. Le chef Oriot Palmer et son équipe de la Ladder 15 montaient les escaliers de la tour sud, 78 étages à pied, avec 30 kilos d'équipement. Leurs communications radio ont été enregistrées. On les entend coordonner les évacuations, évaluer les dégâts, planifier les sauvetages. Au 78e étage, Palmer trouve des survivants. Il demande du renfort. Il pense pouvoir éteindre certains incendies. Il est à 5 étages de Melissa Doy. À 9h58, 1 minute avant l'effondrement, Palmer est toujours en train de monter. On entend sa voix dans la radio, calme et professionnelle. Il ne sait pas qu'il ne lui reste que 60 secondes. 3
343 pompiers sont morts le 11 septembre. Oriol Palmer était l'un d'eux. Son dernier message à sa femme, avant de monter dans les tours, était simple. « Je t'aime, je rentre bientôt. » Aujourd'hui, au mémorial du 11 septembre à New York, on peut écouter certains de ces derniers messages à travers des téléphones fixés au mur du musée. Des milliers de personnes viennent chaque année entendre ces voix, ces derniers mots, ces preuves de courage, d'amour, de dignité face à l'inacceptable. Les psychologues qui ont étudié ces enregistrements ont noté quelque chose de remarquable. Dans leurs derniers instants, presque personne n'a exprimé de haine. Presque personne n'a parlé de politique ou de religion. Ils ont parlé d'amour, de famille, d'espoir que leurs proches continuent à vivre. Même face à la mort, l'humanité l'a emporté sur la terreur. 2977 personnes sont mortes le 11 septembre 2001. Chacune avait une histoire, chacune a laissé un vide. Mais beaucoup ont aussi laissé des mots, des voix, des preuves que l'amour est plus fort que la peur. Melissa Doy, Brian Sweeney, Kevin Cosgrove, Oriol Palmer, Christopher Hanley et 2972 autres. Leurs derniers messages ne sont pas des documents historiques, ce sont des héritages, des rappels que derrière chaque tragédie, il y a des vies, des amours, des familles, des derniers mots qui résonnent encore.